Arnaud Assoumani n'est pas un homme comme les autres. Il a une particularité. Enfin, il en a plusieurs. À 34 ans, il a 2 titres de champion du monde, un titre de champion paralympique en 2008 et plus de 6 podiums en championnat d'Europe, du monde, aux Jeux paralympiques. Alors non, Arnaud n'est pas un homme ordinaire. Avec un tel palmarès, on n'est pas à égalité dans la vie et certainement pas sur un terrain de sport. Je ne vais pas le provoquer en duel au 100 mètres, au triple saut, ni au saut en longueur, discipline dans laquelle il détient plusieurs records. Arnaud a une autre particularité beaucoup plus anecdotique. Il est né sans avant-bras gauche. Je dis que c'est anecdotique parce que c'est ce qu'il ressort de la manière qu'il a de raconter son parcours. La différence, nous vivons tous et toutes avec, et nous sommes et serons toujours l'autre de quelqu'un d'autre. Et Arnaud, par le sport, contribue à faire changer le regard que la société porte sur les différences, comme le handicap par exemple. Je suis Clémence Bodoc, bienvenue dans Alors ils l'ont fait, récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement qui part à la rencontre des jeunes et de leurs engagements. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Arnaud Assoumani. Bonjour Arnaud. Bonjour Clémence. Comment est-ce que tu as débuté le sport ? Alors j'ai commencé le sport vraiment tout petit, puisque mes parents m'ont poussé à la natation dès l'âge de 2 ans. Donc je suis né sans avant-bras gauche et parce que justement aussi j'étais né déséquilibré physiquement, mes parents ont trouvé que c'était important de me faire du sport, autant pour être ne pas avoir trop de déséquilibre physique, mais aussi pour être bien dans ma tête. Mais ce que je voulais faire par-dessus tout, c'était de l'athlétisme. Et en fait, je regardais la télé à l'âge de 5 ans à la maison. Et là, j'étais complètement subjugué, fasciné par l'esthétisme du saut en longueur. Et donc, j'ai dit à mon père, à ce moment-là, un jour, je veux faire les Jeux Olympiques. Comment t'es arrivé au sport en compétition de haut niveau à partir de là ? Alors, à partir de là, en fait, moi, c'est assez simple. Lorsqu'on a cet âge-là, on fait du sport pour s'amuser, même si j'ai toujours cette petite voix intérieure qui me dit un jour, je veux faire les Jeux Olympiques. Et donc, je m'éclate et on commence à faire des compétitions au niveau départemental, régional. Et je commence à gagner des titres et j'arrive jusqu'au championnat de France à l'âge de 16 ans et je termine parmi les 10 meilleurs Français en saut longueur. Et là, on était en athlétisme. Donc athlétisme traditionnel, valide. Et moi, je ne connaissais pas du tout le handisport. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. J'avais entendu parler des Jeux paralympiques, mais simplement une petite brève à la fin du journal de 20 heures pour les athlètes qui ont remporté des médailles et si possible une médaille d'or. Mais mon entraîneur, Gaël Gonzalez, à l'époque, s'est dit mais ce serait intéressant de connaître ton niveau justement et peut-être que tu pourrais faire quelque chose en paralympique. Et donc on a été au championnat de France l'année d'après que j'ai remporté assez facilement et on s'est rendu compte que le niveau que j'avais à ce moment-là, à l'âge de 17 ans, m'emmenait déjà dans les 3 meilleurs mondiaux. Donc c'est réellement là que ma carrière, on va dire, en tout cas, j'ai commencé à faire des compétitions internationales et ensuite à être à haut niveau et m'entraîner beaucoup plus sérieusement. Toi, justement, tu as eu des expériences en compétition avec des valides et en compétition handisport. Quelle a été ton expérience dans les 2 univers ? Alors, c'est vrai que du coup, je vais continuer ma carrière sur les 2 tableaux, mais l'objectif était double, c'est-à-dire que le rêve d'enfant, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, bien sûr, les Jeux Paralympiques, c'est des Jeux et c'est la même chose, mais moi, c'était vraiment par rapport à mon potentiel. C'est-à-dire que je sais que je peux sauter plus de 8 mètres, donc si je saute 7,50 m, en gros, je me dis, c'est un peu un échec, puisque j'ai pas été jusque-là où mon potentiel peut m'amener. Et en même temps, depuis le début de ma carrière, mon but, c'est d'essayer de faire évoluer les mentalités, justement, évoluer le regard face à la différence, de se servir du sport comme outil et aussi de parler de handicap, mais pas que, parce qu'au final, c'est juste un prétexte pour aborder un sujet un petit peu plus large sur la différence et sur la discrimination en général. Et pour moi, de pouvoir me qualifier, d'avoir un athlète, en tout cas paralympique, qui peut se qualifier aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques,
Au moment où je voulais le faire en 2012, personne ne l'avait fait encore au niveau international. Oscar Pistorius voulait se qualifier aussi. Il s'est qualifié d'ailleurs après, celui qui est le Sud-Africain, athlète sud-africain double amputé des jambes. Mais en tout cas, il y a une résonance. Et donc, grâce à cette résonance, on peut faire passer des messages. Tu repars des Jeux paralympiques de 2008 avec de l'or autour du cou, mais j'ai vu que tu avais aussi de l'or au bras. Tu portais une prothèse du nom de Golden Arm. Ça fait un peu surnom de super-héros. Est-ce que tu peux la décrire, cette prothèse ? Alors oui, en fait, j'ai eu l'idée en 2012 justement de lancer un concours pour customiser graphiquement ma prothèse. Donc la prothèse de course, celle avec laquelle je cours et je saute, donc au grand public. Le but, c'était justement de changer le regard face à l'objet, à la prothèse et à toutes les idées qu'on pouvait avoir face à cet objet justement, qui va être connoté plutôt négativement. Et il y a eu plutôt une bonne résonance pour le coup. Et surtout derrière, donc j'avais cette main de super-héros, c'était le thème, Golden Arm. Et en gros, ça marche super bien parce que lorsque je vais sur les stades ou surtout lorsque je vais dans les écoles, la prothèse ou enfin Golden Arm ne laisse pas indifférent et insensible. Et c'était le but recherché, c'est-à-dire que on aime ou on n'aime pas, mais on n'est pas en train de parler de la prothèse, on est en train de parler quelque part d'une création, d'un objet d'art, et donc de se dire super, c'est trop cool, j'adore, ou sinon j'aime pas trop les couleurs, ou ouais, mais ça me fait penser à tel truc. Et les enfants, souvent lorsque je vais dans les écoles, au final, j'ai l'impression qu'ils sont plus contents de voir ma prothèse et que moi. Donc, et certains disaient à leurs parents, maman, je peux avoir la même. Et ils leur disaient non, non, ça va être un petit peu compliqué. Et non, en fait, non, on va pas te couper le bras pour pour que tu puisses avoir une prothèse en or. Est-ce qu'on peut parler un peu plus longuement de tes actions de sensibilisation dans les écoles ? Comment se passent ces séances lorsque tu rencontres des enfants ? Comment réagissent-ils quand ils voient ta prothèse ? Alors, j'ai eu la chance d'aller dans pas mal d'écoles maintenant, des écoles primaires, collèges, aussi lycées. Donc il y a une action et un événement qui est fait par EDF, qui est un de mes partenaires, qui s'appelle Un champion dans mon école. Ce ne sont que des champions et championnes paralympiques, donc en situation de handicap, qui vont dans les écoles. Et on va partager notre parcours, ce qu'on a vécu donc en tant que sportif. Mais moi, je parle aussi de ce que j'ai vécu à l'école, c'est-à-dire les moqueries, le harcèlement, la mise à l'écart, l'incompréhension qui pouvait aller également avec. Et en même temps, après, une journée où ils vont se mettre en situation dans différents sports donc paralympiques qu'ils n'ont jamais fait en fait de leur vie. Et donc les questions qui reviennent assez souvent, c'est alors des plus petits, c'est ça fait mal, je peux toucher, tu peux enlever ton bras. Donc je le fais en fait, je le fais avec les jeunes, je le fais. Les collégiens ou les lycéens, non, parce qu'ils sont plus grands quoi. Mais avec les primaires, je vais le faire parce que pour moi c'est super important. Juste, ils posent des questions, il faut leur répondre. C'est justement parce que on projette nos propres peurs d'adultes sur les enfants et dire non, mais faut pas le déranger, non, mais donc qu'on crée un tabou réellement, qu'on crée aussi des espèces de fantasmes, des incompréhensions. Et donc, si on ne répond pas à leurs questions, plus tard, ils vont pas savoir comment forcément réagir et peuvent se retrouver, peuvent être mal à l'aise. Comme j'ai des adultes qui sont super mal à l'aise des fois face à moi pour poser une question ou face à, j'en sais rien, à une personne qui est non-voyante et ils vont leur parler différemment. Et donc je dis mais pourquoi tu leur parles différemment en fait, tu sais, tu peux leur parler normalement, il n'y a pas de handicap mental, tout va bien, c'est juste en fait ils voient pas, mais ils t'entendent même mieux que la plupart des gens, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est super important pour moi de sensibiliser les enfants parce que c'est les adultes de demain. Mais là je vais lancer un concours Golden Arm cette année. Donc ça va être le même principe de customiser, de dessiner graphiquement ma prothèse, mais bon, j'avais pas envie que ça tourne juste autour de cette prothèse qui est juste pour moi, pour les championnats, mais aussi d'avoir un aspect solidaire
où on va faire un événement où on va faire gagner des prothèses imprimées en 3D, mais myoélectriques, donc c'est-à-dire qui peuvent bouger, contrôlées par les muscles, à des enfants qui sont nés, enfin agénésiques, des enfants qui sont nés sans avant-bras. Et c'est encore voilà, une manière d'essayer d'amener le handicap dans quelque chose de plus positif. Ouais. Ton engagement ne concerne pas uniquement le thème du handicap. J'ai vu que tu étais aussi l'ambassadeur de l'ONG Play International. Quelles sont les missions de cette ONG et quelles sont tes missions en tant qu'ambassadeur ? Alors Play International existe depuis 20 ans maintenant, c'est anciennement Sport sans frontières. Leur but c'est réellement d'utiliser le sport comme outil et moyen d'éducation et pédagogique pour améliorer le vivre ensemble. Donc la cible sont plutôt des enfants. Donc il y a eu pas mal d'outils pédagogiques qui ont été développés et ça s'appelle la pédagogie. Donc ce sont des jeux, donc certains des sports qui existent déjà, d'autres sports qui ont été créés de toutes pièces avec des nouvelles règles, où on met également une part d'injustice à l'image un petit peu de la société. Est-ce que tu peux donner un exemple de règle du jeu injuste ? Tu as été à Mayotte, c'est ça ? Oui. Et tu as créé toi-même des jeux ? Alors non, moi je n'ai pas créé des jeux, c'est les équipes de Play qui travaillent depuis très longtemps. Ils ont un lab aussi pour justement avoir plein d'idées et des nouveaux jeux. En gros, on était sur l'égalité filles-garçons et on faisait un des premiers jeux, ça a été une espèce de passe à 10. C'était un mix entre la passe à 10 et le rugby. Donc il y avait un nombre de passes à effectuer et après il fallait aplatir le ballon. Les équipes étaient mixtes, filles-garçons. Et donc au départ, tout le monde avait les mêmes règles, tout le monde pouvait aplatir la balle. Voilà. Ensuite, on a discuté un petit peu avec l'institutrice. On a expliqué que, à une époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote avant 44, qu'il fallait qu'elles demandent à leur mari si pour passer le permis de conduire ou pour juste vouloir travailler, etc., etc. Et donc là, on a mis de l'injustice en fait dans le jeu, c'est-à-dire que les filles n'avaient plus le droit de se passer le ballon entre elles, elles n'avaient plus le droit de parler, et elles ne pouvaient pas aplatir. Et dès qu'il y avait un point qui était marqué par leur équipe, elles récupéraient un droit à chaque fois. Donc les filles ont réussi à s'adapter assez rapidement à ces règles, même si elles étaient très injustes. Et après, on a inversé les rôles. Donc c'était au tour des garçons. Et ça s'est pas du tout passé de la même manière. Les garçons ont eu beaucoup plus de mal, ils parlaient tout le temps, alors que c'était les mêmes règles et on sentait énormément de frustration. Et donc on en a parlé après avec eux et on se rend compte que bien sûr les filles s'adaptent plus que les garçons, parce que les garçons ont aussi peut-être à la maison plus de droits que leur petite sœur ou même que leur grande sœur. Donc on demandait après, est-ce que les garçons, est-ce que vous aidez maman par exemple à faire les courses, ou à faire la cuisine, ou à faire le ménage ou autre. Et donc il y en avait pas mal, ils nous disaient oui. Alors est-ce que c'était pour pour dire oui, pour être les bons élèves, j'en sais rien, mais en tout cas on va en discuter et justement expliquer aussi pourquoi ce n'est pas forcément normal et avoir un débat. Selon toi, en quoi le sport peut aider à briser les clichés et favoriser le vivre ensemble dans la société ? On vit dans une société où il y a des règles, il faut respecter les règles, il faut avoir une certaine rigueur. Donc dans le sport, il y a des règles, tout le monde doit les respecter. Et ce qui est beau, c'est que justement, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son genre, quel que soit son sexe, quel que soit d'où on vient, on joue réellement avec les mêmes règles. On sait que des fois, c'est pas vrai dans la société, mais là, dans le sport, c'est vrai. Toi, en tant qu'athlète de haut niveau, est-ce que tu te sens investi d'une responsabilité particulière ? Alors oui et non, indirectement en fait. C'est-à-dire que j'ai une responsabilité parce que j'ai des messages à passer et j'ai des objectifs. Donc quelque part, je me la mets un petit peu tout seul, cette responsabilité. Mais derrière ça, on a dans tous les cas, à partir du moment où on va être un personnage public, on a une responsabilité parce que le public va nous voir.
Et en cela, les athlètes se doivent d'être exemplaires. Ton attitude à toi va au-delà de juste être exemplaire. Tu utilises ton statut pour porter des messages. Pourquoi tu fais ce choix ? Qu'est-ce qui te tient à cœur ? Quels sont les messages que tu as envie de faire passer au public ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que depuis tout petit, même si j'en étais pas conscient, il y a toujours eu la recherche de sens qui était essentielle pour moi. Donc, que ma vie ait un sens et que je fasse quelque chose, ok, pour moi c'est très bien, mais aussi peut-être pour les autres. J'ai envie de m'engager, comme beaucoup, dans l'écologie, je sais pas, il y a plein, enfin, il faut qu'on trouve des solutions quand même pour que tout le monde puisse manger. Et donc, je me dis en même temps, je peux peut-être faire quelque chose. Et au final, je vois que c'est le cas, même si c'est à une petite échelle, je vois que ça fonctionne. Réellement, la beauté, en fait, d'aujourd'hui, de la période dans laquelle on est, c'est que pendant très longtemps, peu de personnes avaient vraiment la parole. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir la parole. Il n'y a pas de bonne façon de s'engager. On peut aller sur le terrain comme ça se fait depuis des années et des années. On peut justement juste communiquer via les réseaux sociaux. On peut faire des choses en groupe. Enfin, il n'y a pas de bonne manière. On peut créer des projets. Et ça peut même être via des entreprises dans tous les cas. Pas forcément une association. Il y a 10 000 manières, des manières infinies de le faire. Ce qui est important, c'est de le faire si on pense que ça a un sens pour nous et ça a un sens aussi pour les autres. Est-ce que tu as le souvenir d'une fois, je sais pas, un post, une prise de parole, une intervention quelque part, où derrière, tu as pu mesurer l'impact en fait, que ce soit un changement de regard, quelqu'un qui t'a écrit ou contacté ou qui t'a dit, qui t'a remercié de ton intervention? Est-ce que tu as un exemple précis comme ça d'une action qui aurait eu un impact? J'ai eu plein de messages de personnes, soit qui ont eu, alors certains qui ont eu des cancers et qui me disent, enfin, ça les a inspirés, ça leur a donné de la force pour continuer. J'ai des parents qui vont avoir un enfant agénésique et qui me remerciaient parce qu'en gros, ils avaient plus peur. J'ai eu aussi dans les entreprises des directeurs qui sont venus me voir et qui étaient, en fait, je leur demandais si ce que je leur avais dit, enfin, je partageais mon parcours, puis après je parlais d'autres choses qui pouvaient être transversales au monde de l'entreprise, donc plus sur la préparation, sur le travail en équipe, et réellement, enfin, la performance, on va dire. Et j'avais, voilà, un directeur, enfin même plusieurs, enfin 2 différents qui sont venus me voir et avec en fait, les larmes aux yeux, quoi. J'étais au bord de craquer parce qu'il me disait: «Bah, j'ai un enfant qui a un handicap assez lourd» et bah, d'entendre ce message, ça nous fait un bien fou et puis surtout enfin, même ça nous remotive. On se dit: «Bah, oui, oui, complètement, mais on n'a pas, lui, il va très bien, en fait, on n'a pas du tout à se laisser abattre». Ouais, j'ai des histoires comme ça. Après, il y a des enfants, je reçois des messages, en fait, sur les réseaux, des fois bah, il y avait eu un TEDx que j'avais fait il y a quelques années et je reçois des messages toujours. Donc je me dis: «Bon, bah, au final, c'est bien, quoi». C'est plus on s'ouvre, au final, plus les gens s'ouvrent aussi et plus on donne de soi, plus les gens peuvent recevoir et aussi donner d'eux-mêmes, hem et plus ça peut avoir un impact, je pense. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Quels sont tes objectifs à venir? Bah, mes objectifs là, c'est de rester en bonne santé. Je suis en bonne santé et mon objectif, c'est d'aller gagner à Tokyo, de me qualifier d'abord, je suis pas qualifié, de me qualifier et de gagner à Tokyo. Et puis ensuite, je sais pas, je pense d'être heureux, hein. C'est le Merci but beaucoup. pour tout le monde. Merci beaucoup Arnaud. Merci, merci. C'était Alors ils l'ont fait, récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible. Le podcast de l'Agence française de développement sur l'engagement des jeunes. En France, 13 millions de personnes sont bénévoles au sein d'une association. Mais le bénévolat n'est pas la seule façon d'être acteur de la solidarité, d'être citoyen du monde. Si toi aussi tu veux t'engager, tu peux aussi lire, t'informer, discuter, débattre. Chacun de nous peut agir dans les gestes de sa vie quotidienne pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts: Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt!